Le futur de la monnaie. Bonjour Michel Aglietta. Bonjour. Le futur de la monnaie, c'est votre dernier livre rédigé avec Natacha Valla. Alors vous continuez de creuser, d'approfondir la question de la monnaie, livre après livre, hein, et vous en avez fait beaucoup déjà sur ce sujet depuis 40 ans, hein, car la question de la monnaie, elle est finalement totalement au cœur du système capitaliste international. La dette, la finance, le système monétaire international, les crypto-monnaies, tout ça, ce sont des thèmes qui sont abordés dans le livre et que nous allons discuter ensemble. Alors, nous sommes aussi dans une période un petit peu charnière où se pose la question de l'hégémonie du dollar, de la montée de la Chine et du rôle monétaire que peut jouer dans le futur la Chine. Et vous posez aussi, dans ce livre qui est très très riche, la question de la monnaie et de la finance face aux risques climatiques. Donc on voit que la monnaie interpelle l'ensemble des grandes questions dans cette période tournant de l'histoire. Le premier chapitre, c'est que, c'est votre thèse permanente, la monnaie est au cœur du lien social. Ce n'est pas un simple instrument d'échange, ce n'est pas un simple instrument de thésaurisation. La monnaie n'est pas neutre. Est-ce qu'on peut revenir sur ce problème de la monnaie en tant que lien social ? Oui, absolument. Le point qui est derrière ça, c'est quelque chose de très important que les économistes traditionnels ne comprennent pas. C'est que le collectif et l'individu ont des entités différentes. Et que le problème de l'appartenance sociale, c'est la manière dont les individus se reconnaissent comme membres d'une même collectivité. Et il se trouve que nous sommes également dans des sociétés dites de marché, et que par conséquent, ce lien social, la monnaie en est l'élément prépondérant, puisque dans une société de marché, la reconnaissance de l'appartenance collective passe par ce qu'on appelle le paiement. Ce qui veut dire que la monnaie, fondamentalement, n'est pas un bien. Et par conséquent, elle n'est pas neutre. C'est un système. C'est ce qu'on appelle le système de paiement. Que fait le système de paiement ? D'une part, il définit l'unité de valeur, qui est ce qu'on appelle l'unité de compte, dans lequel s'expriment les différents actes de marché, différents actes économiques, si vous voulez. Et le système de paiement, c'est aussi ce qui réalise ce qu'on appelle la finalité des paiements. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que lorsque nous avons échangé donc de l'argent, la monnaie, entre partenaires à l'échange, dans quelles conditions c'est la société entière qui reconnaît cela, et non pas les deux acteurs l'un après l'autre. C'est pourquoi le système de paiement, dans le système de paiement que nous connaissons, d'ordre traditionnel, c'est-à-dire il a des acteurs spécifiques qui émettent la monnaie, et qu'on appelle les banques, et les échanges se passent par des rapports entre les banques, mais ces rapports entre les banques ne font pas finalité des paiements. Pour qu'il y ait finalité des paiements, il faut qu'il y ait une totalisation qui a lieu quelquefois en continu, ça dépend de la nature, si vous voulez, de la manière dont ça se fait, soit en continu, ce qu'on appelle la compensation règlement brut, ou à la fin de la journée, compensation règlement net, mais en tout cas, ça se fait sur les livres d'une entité supérieure qu'on appelle la Banque centrale. Et donc, le système de paiement, on le voit, est hiérarchisé pour réaliser, en effet, qu'un paiement est vraiment reconnu par la société entière. Donc ça pose plusieurs problèmes. Ça pose le problème de la souveraineté. C'est donc la souveraineté. C'est-à-dire que la monnaie, je dis que depuis longtemps, je veux dire, que la monnaie est souveraine parce c'est celle qui réalise, dans le cas d'une économie d'échange, c'est-à-dire lorsque l'enjeu des transactions sont des objets, il peut y avoir des transactions ou des objets ou des services, qui sont commercialisés, eh bien, cette souveraineté s'exprime par l'acte de finalité des paiements, par le processus de finalité des paiements. Donc, c'est ça qui est fondamental, puisque la monnaie est souveraine,
elle fait partie de l'entité publique qui formalise en quelque sorte ce lien du collectif à l'individuel, et qui est l'ordre constitutionnel, l'ensemble des règles juridiques, etc. Et donc la monnaie est une entité qui a la caractéristique d'appartenir à la souveraineté. Mais ce dont on a pris conscience encore plus fort à travers la crise, c'est que la monnaie est ce qui assigne la valeur, et y compris la valeur travail, la place des individus dans la société. Tout à fait. Tout à fait. Alors, évidemment, elle le fait en rapport avec l'ensemble des relations, si vous voulez, de production et d'échange, qui participent évidemment à cette assignation. Mais justement, ces relations de production et d'échange ne prennent une réalité sociale validée que par les paiements auxquels ils donnent lieu. Alors, vous avez évoqué le problème de la souveraineté. Deuxième point qui est abordé dans ce livre, celui des crypto-monnaies. Voilà des crypto-monnaies sans souveraineté. Mais au fond, les crypto-monnaies, est-ce vraiment de la monnaie ? Oui, alors il faut aller un peu plus loin dans ce que nous avons dit. La monnaie est ambivalente. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'en même temps, elle s'inscrit dans le capitalisme. Le capitalisme, si on le prend sous la forme la plus pure, c'est faire de l'argent avec l'argent. C'est-à-dire, ce sont des rapports de pouvoir. En conséquence, la monnaie est ce qu'on appelle ambivalente, parce qu'elle est, d'un côté, tout ce qu'on a dit, c'est le lien social, mais en même temps, elle est la recherche de pouvoir. C'est-à-dire que les acteurs qui participent au capitalisme recherchent une forme ultime, en quelque sorte, de ce qui est la possibilité de détenir la monnaie comme enjeu pour en détenir plus. Mais quand vous dites c'est faire la liquidité. Quand vous dites faire de l'argent avec l'argent, c'est la situation actuelle du capitalisme financiarisé, où on fait directement de l'argent avec de l'argent. Mais historiquement, on passait par la marchandise. Bien sûr, mais l'enjeu du capitalisme a toujours été ça, si vous voulez. C'est pour ça que la finance a toujours été la tête pensante du capitalisme. Ce qui le dirige, ce qui l'oriente, ce qui fait que les flux vont dans telle direction plutôt que dans l'autre. Et c'est par la finance que le caractère pur du capitalisme apparaît. Même si il faut passer par la production et il faut passer par l'ensemble, si vous voulez, des liens que le capitalisme tisse. Mais le point important, il est là. L'ambivalence de la monnaie, c'est qu'en même temps, elle est ce lien collectif qui fait appartenance, et elle est ce qu'on recherche pour le pouvoir sur autrui. C'est la force de la liquidité. C'est que la liquidité, c'est directement la capacité de pouvoir intervenir dans la société sans qu'il y ait un risque qui est lié au fait qu'il faut vendre des choses, des actifs avant d'en avoir d'autres, etc. Alors ces crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, disons que le point fondamental qui est derrière, c'est déjà la monnaie électronique. Vous pouvez voir, les crypto-monnaies appartiennent à la monnaie électronique. La monnaie électronique, c'est un processus qui a commencé au début du siècle, et qui est qu'est-ce qu'elle fait dans le cadre de cette logique monétaire de la validation par un système de paiement. C'est passer d'un système de paiement fermé et hiérarchisé, j'ai parlé des banques commerciales, puis la banque centrale, à un système de paiement ouvert, où des acteurs non bancaires peuvent émettre des moyens de paiement. Non bancaires et sans souveraineté. Et donc, ils sont non bancaires, non mais oui, ils sont pas participants de la souveraineté. Alors, bien entendu, ce sont des acteurs qu'on a appelés les entreprises technologiques, les big tech, qui deviennent des fintech, pour faire ça. Et c'est ça la nouveauté, en quelque sorte, c'est un système de paiement dans lequel vous avez à la fois des acteurs régulés qui sont les banques et des acteurs non régulés. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est que vous avez des émetteurs de monnaie qui ne sont plus du tout dans le cadre d'une régulation d'un système de paiement hiérarchisé dans lequel la souveraineté est assumée par cette hiérarchisation. Et donc, le danger, c'est que ça, il se produit de deux manières. Dans un système de paiement ouvert, dans les paiements de gros, eh bien, vous avez du risque systémique beaucoup plus fort,
C'est ce qui s'est passé dans la crise de 2008, déjà, avec un débordement de la relation de paiement standard par l'intermédiaire de tout un ensemble d'entités qu'on avait appelées les conduits, les SIV, etc., qui avaient créé les banques pour ne pouvoir en être responsables des actes de création monétaire qu'ils faisaient et passaient par ces conduits. Et puis ça s'est développé de manière beaucoup plus importante, bien sûr, avec l'arrivée des fintech, c'est-à-dire les entreprises technologiques rentrant dans le domaine de la finance et de la monnaie. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, Michel Aglietta. Est-ce de la monnaie? Alors attendez, il y a donc plusieurs possibilités. Vous avez donc aujourd'hui une monnaie banque centrale qui définit la souveraineté, d'accord ? Vous avez des monnaies bancaires, vous avez ce qu'on appelle de la e-monnaie, c'est-à-dire de la monnaie électronique, mais qui est définie en unité de compte officielle, d'accord ? Et vous avez les crypto-devises qui n'ont pas d'unité de compte. Et ça fait donc ces différentes sortes de monnaies, si vous voulez, ou de pseudo-monnaies, eh bien, elles coexistent. Alors, pour ce qui est des crypto-devises, elles ne sont pas considérées par les banquiers centraux, c'est-à-dire le fin du fin, si vous voulez, de la souveraineté monétaire, c'est eux qui les surveillent, eh bien, pour être des monnaies. Et moi, au point de vue théorique, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas défini dans l'unité de compte officielle, vous êtes un actif qui flotte totalement, je veux dire, puisque vous n'avez pas d'émetteur de dette comme la contrepartie de l'actif qui émet la monnaie. En conséquence, vous avez quelque chose qui est un actif totalement volatile, puisque l'unité de compte de la crypto-devise n'a aucun support, aucune base, aucune validation. Donc ce n'est même pas une matière rare comme l'or, et si on cherchait une comparaison, puisque le Bitcoin, par exemple, pour prendre un exemple de crypto-monnaie, est une création purement humaine ou informatique, disons, ce qui ressemblerait le plus, peut-être, c'est une œuvre d'art spéculative. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est la bonne comparaison. C'est-à-dire un actif qui n'a pas la contrepartie d'un émetteur, en dette de l'autre côté, qui ne rentre absolument dans aucune logique de validation connue, et qui, de ce fait-là, est totalement flottant par rapport à la notion de valeur. Et c'est pas par hasard si le Bitcoin a un type de volatilité qui ne correspond à aucune volatilité d'un actif connu. C'est-à-dire que la volatilité du Bitcoin n'a pas aucune logique elle ne peut pas être rapprochée à la volatilité d'une action, si vous voulez. En conséquence, il est très dangereux pour des épargnants de se lancer, si vous voulez, dans la possession de Bitcoin. Michel Aglietta, le futur de la monnaie, il y a bien d'autres thèmes à aborder que nous allons aborder dans les prochaines émissions. Merci pour ces explications.